Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une histoire que tout le monde croit connaître, celle d'Adam, Ève, du serpent. Sauf que là, on ne va pas simplement la lire, on va en quelque sorte la passer aux rayons X, Oui, tout à fait. Les sources qu'on a pour cette analyse proposent une lecture vraiment fascinante qui décortique le texte presque phrase par phrase. pour en révéler la structure secrète, c'est ça? La charpente invisible. C'est exactement ça. L'idée de fond, c'est que la forme du récit est en fait la clé pour comprendre son sens profond. On se transforme en une sorte de détective littéraire. Voilà, on cherche des indices, des répétitions, des symétries. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'identifier les grands thèmes qui traversent le texte et de voir comment ils s'agencent entre eux. On met de côté la lecture linéaire, chronologique. Oui, pour essayer de voir la véritable architecture de l'histoire, et pour ça c'est important de le préciser, on se base exclusivement sur le texte qui nous est fourni. Une analyse de Thierry Borne qui étudie ces récits de la Genèse depuis plus de 20 ans. Parfait. Alors, pour que tout le monde ait les idées claires, je pense que le mieux c'est de commencer par le commencement. Relisons ce fameux passage de la Genèse. Or, tous deux étaient nus, l'humain et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Voilà, on a notre, si on peut dire, notre scène de crime. Et la toute première étape de l'analyse, ça va être de découper ce passage en 9 petites scènes, 9 unités thématiques. D'accord. Mais plutôt que de les lister, ce qui serait un peu aride, l'idée c'est de voir qu'elles s'organisent autour de 3 grandes thématiques. Et quelles sont-elles? Alors, la première c'est la nudité, la deuxième c'est la connaissance, et enfin, la troisième c'est l'alimentation. D'accord. Et c'est vraiment en suivant le balai entre ces 3 thèmes qu'on va voir le dessin d'ensemble apparaître. Je vois l'idée. On met des étiquettes sur chaque partie pour voir si un motif se dégage. Et la répartition est assez simple en fait. On commence avec la nudité. Ils étaient nus et n'avaient pas honte. Logique. Puis on passe tout de suite à la connaissance. Le serpent était le plus rusé. Ensuite, on entre dans un bloc sur l'alimentation. Avec la question du serpent sur la nourriture et la réponse de la femme. Exactement. Le dialogue continue et on revient à la connaissance. Le serpent promet qu'ils connaîtront le bien et le mal. Et juste après, on bascule à nouveau dans l'alimentation. Oui, la femme mange le fruit, puis l'homme le mange. Et pour finir, les 2 dernières étapes nous ramènent d'abord à la connaissance. Ils connurent qu'ils étaient nus. Pour boucler la boucle avec la nudité, ils se firent des pagnes. Voilà. C'est intéressant, on sent déjà une sorte de rythme, un va-et-vient entre ces thèmes. Oui, il y a clairement une structure, ce n'est pas une simple suite d'événements. Et j'imagine que la première symétrie, c'est la plus évidente. Oui, celle qui encadre tout le récit. Ça commence par ils étaient nus et sans honte, et ça se termine par ils se couvrent de pagne. L'introduction et la conclusion se répondent en parfait miroir. C'est un renversement complet de la situation de départ. C'est donc le récit de cette bascule. Et cette bascule, c'est quoi? C'est l'apparition de la honte. Le cadre nous dit, cette histoire est celle de la perte de l'innocence. Une innocence qui est définie ici comme l'ignorance du mal. D'accord. Mais l'analyse va même un peu plus loin. Couvrir sa nudité, ce n'est pas anodin. C'est avant tout cacher son sexe, Ce qui veut dire que la différence sexuelle. qui jusqu'ici était vécue de manière paisible, devient soudain une source de malaise, de problème, quelque chose qu'il faut dissimuler. Le cadre est posé, mais l'analyse soulève un point qui ressemble un peu à un défaut dans cette belle mécanique. Ah oui. Entre cette introduction et cette conclusion, on a 7 unités. Or, si on se reporte à la structure des 3 premiers récits de la Genèse, le texte compris entre l'introduction et la conclusion est toujours composé de 8 unités. Et ces 8 unités sont organisées en 2 actes de 4.
C'est vrai, dans ce quatrième récit, il semble manquer une pièce du puzzle. Et alors? Et c'est là que l'analyse devient vraiment astucieuse. Pour rétablir l'équilibre, elle propose de regarder de plus près le discours du serpent, ce qui formait notre cinquième unité. Le moment où il réplique à la femme? Exactement. Et en réalité, ce discours dit deux choses très différentes. Il y a d'abord pas du tout, vous ne mourrez pas. Et ensuite? Mais Dieu sait que vous seriez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà, ce sont deux arguments bien distincts. Oui, le premier est une négation de la menace, il cherche à rassurer. C'est ça? Le second est une promesse. Il vise à séduire. Tout à fait. Le premier argument, c'est une information sur la vie et la mort. Le serpent se pose comme celui qui sait, face à Dieu. Le second, c'est une tentation, la promesse d'une connaissance divine. Donc l'analyse propose de scinder cette unité. Oui. En séparant la réfutation de la menace de la promesse de divinisation, on passe de 7 à 8 unités. Et là, j'imagine que tout s'emboîte parfaitement. Comme par magie, on a maintenant 2 actes de 4 unités chacun. Et je parie que ces deux actes ne sont pas organisés au hasard. S'il y a une telle structure, il doit y avoir une logique interne à chacun. Il y a une logique. On découvre une technique d'écriture qu'on appelle le chiasme. Une structure en miroir ou en sandwich, si on veut. Exactement. Le début fait écho à la fin et les deux parties centrales se répondent. C'est une façon de mettre en valeur ce qui est au cœur. Et ici, on a ça 2 fois de suite. Alors voyons ça pour le premier acte. Ça commencerait par quoi? Le premier acte commence par la connaissance, la ruse du serpent. Et il se termine par la connaissance, le savoir du serpent sur la mort. D'accord, nos 2 tranches de pain. C'est ça. Et au milieu, le cœur du sandwich, on a 2 fois le thème de l'alimentation, la question du serpent et la réponse de la femme. La structure est donc connaissance-alimentation, alimentation-connaissance. C'est très net. Attendez, ne me dites pas que ça se répète à l'identique dans le deuxième acte. Ce serait presque trop parfait. De manière absolument identique. Le deuxième acte s'ouvre sur la connaissance, la promesse de connaître le bien et le mal, et se clôture sur la connaissance, la prise de conscience de leur nudité. Ah oui. Les sources notent même que ces 2 unités mentionnent l'ouverture des yeux. Et au centre? Au centre, on a l'alimentation, la femme qui mange, puis l'homme qui mange. La même structure, connaissance-alimentation, alimentation-connaissance. Impressionnant. Et donc, comme dans les récits précédents, les 4 unités du premier acte sont en correspondance thématique avec celles du second acte, rang à rang, dans cet ordre. Connaissance, alimentation, alimentation, connaissance. Et là, on retrouve exactement la même structure que dans les premiers récits, si on ajoute l'introduction et la conclusion qui encadrent le tout. Tout à fait. L'auteur a donné à cette structure le nom de structure papillon. Les 2 actes forment les ailes, tandis que l'introduction et la conclusion représentent respectivement la tête et la queue. Ok, on a assemblé les pièces du puzzle. On a cette structure incroyablement symétrique. Mais ce n'est pas juste un joli dessin. Elle nous force à lire l'histoire différemment, oui. Qu'est-ce qu'elle nous crie, cette symétrie? Elle nous dit que le récit est un mécanisme psychologique en 2 temps. Le premier acte, c'est la préparation à la transgression. Tout se met en place. D'accord. L'analyse commence d'ailleurs par un détail linguistique génial. En hébreu, le mot harum, qu'on traduit par rusé pour le serpent, vient de la même racine que le mot harumim, utilisé pour dire que l'homme et la femme étaient nus. Ah, c'est subtil. Donc le serpent est présenté comme une créature de contraste, le plus intelligent mais aussi le plus dénudé, le plus vulnérable. C'est un jeu de mots qui pose d'emblée l'ambiguïté du personnage. Et au cœur de cet acte, il y a ce dialogue sur la nourriture. Oui, et c'est un dialogue où chacun des protagonistes reprend le commandement de Dieu en le déformant. Le serpent reformule la règle divine en insistant sur le manque, la frustration. Alors Dieu a dit que vous ne pouviez manger d'aucun arbre. C'est faux bien sûr, mais ça installe l'idée d'une privation. Et la femme, en répondant, elle déforme aussi. Elle ajoute un interdit qui n'existait pas. Vous n'y toucherez pas. Exactement. C'est un réflexe tellement humain. Quand on est tenté par quelque chose, on s'ajoute des barrières mentales. Je ne vais même pas regarder le menu des desserts. C'est tout à fait l'interprétation proposée. Cet ajout révèle son anxiété face à son propre désir. L'analyse note aussi qu'elle se trompe d'arbre. Elle dit que l'arbre défendu est au milieu du jardin, ce qui est la place de l'arbre de vie. Elle fait une obsession de l'interdit. Elle est focalisée dessus. Et pour clore cet acte, le serpent fait sauter le dernier verrou, la peur. En disant « vous ne mourrez pas »,
Il retire la sanction et laisse le champ libre au désir. La scène est prête. Donc à ce stade, tous les verrous ont sauté, la peur de la mort est balayée, le désir est à son comble. Le second acte, c'est le passage à l'acte. Exactement. C'est la transgression et ses conséquences. Le serpent a planté une dernière graine, celle de l'envie. Vous serez comme des dieux. L'enjeu n'est plus de se nourrir, c'est de changer de statut. C'est ça. Et c'est là que la femme agit. La phrase « la femme vit que l'arbre était bon » est un écho direct au récit de la création où Dieu vit que cela était bon. C'est un moment crucial. Elle exerce son propre jugement. Elle exerce son propre jugement, mais c'est tout le paradoxe que l'analyse souligne. Elle juge sans avoir encore la connaissance pour juger. Son critère, c'est l'apparence. Voilà. En prenant le fruit, elle établit une nouvelle loi implicite. Je peux prendre tout ce que je désire dès l'instant où j'estime que c'est bon pour moi. C'est la voie de la toute-puissance. Et on en arrive à un point qui m'a toujours intrigué dans cette histoire. On parle beaucoup du serpent et de la femme qui mène la danse. Mais l'homme est là, avec elle, et il ne dit rien. C'est étrange, non? Oui, il semble complètement spectateur. Qu'en dit l'analyse? Elle le décrit comme étant dans une position de passivité totale. Il reçoit le fruit de la main de sa femme et il mange. C'est tout? L'idée forte qui ressort, c'est celle d'une régression symbolique. Il redevient l'enfant qui est nourri. Il renonce à la maîtrise de ce qu'il ingère, et donc, symboliquement, à la maîtrise de sa propre existence. Son péché, ce n'est pas tant de prendre, mais d'écouter. Exactement, le texte le dira plus tard, d'écouter la voix de sa femme plutôt que celle de Dieu. Et la conséquence est immédiate et partagée, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Pas une ouverture physique, bien sûr. Non, c'est une métaphore. La connaissance est enfin acquise, mais par le chemin inverse de celui espéré. Elle est acquise par l'expérience du mal, de la transgression. Ce qui nous ramène à la toute fin, à la conclusion qui encadre le récit. Les fameux pagnes. C'est le point d'orgue. L'analyse insiste d'abord sur une chose. Le serpent n'a rien fait d'autre que suggérer. Il a soufflé sur les braises du désir qui étaient déjà là. La responsabilité est totale. Et la honte qui en découle? Elle est directement liée à la découverte de leur différence sexuelle, mais une différence perçue maintenant non plus comme une complémentarité, mais sur un mode de manque et de rivalité. C'est-à-dire? L'analyse propose une lecture très imagée. Le sexe masculin est vu comme un fruit convoité et le corps de la femme comme manquant de ce fruit. S'installe une relation de convoitise et de compétition. Le pagne ne serait donc pas un signe de pudeur, mais une stratégie pour gérer un conflit. C'est exactement ça. Le pagne sert à cacher l'objet de la tentation et de la rivalité pour apaiser la tension, mais le prix à payer est énorme. Ah oui. En cachant la différence pour retrouver la paix, on efface l'altérité. On choisit l'uniformité sécurisante plutôt que la différence enrichissante. Et on voit ici comment le thème de l'alimentation, qui était au cœur de la structure, était en fait une métaphore de la maîtrise ou de l'absence de maîtrise de ses désirs. En résumé, ce qu'on croyait être une fable un peu naïve sur la désobéissance se révèle être une construction littéraire d'une complexité psychologique incroyable. Oui. Cette structure en miroir, cette architecture cachée, nous montre que le texte n'est pas tant une leçon de morale qu'une exploration profonde du mécanisme du désir, de la naissance de la conscience. Et de notre rapport à l'autre et à la différence. La forme et le fond sont ici indissociables. La structure n'est pas un simple ornement, elle est le moteur du sens. Et pour laisser peut-être une dernière pensée à méditer, cette analyse soulève une question. L'acquisition de la connaissance du bien et du mal, dans ce récit, est impossible sans l'expérience de la transgression. Sans l'expérience du mal. Oui, et ça pose une question fondamentale qui nous dépasse tous. Une conscience morale peut-elle naître autrement que par la confrontation à sa propre violation? Autrement dit, pour savoir ce qui est bien, faut-il nécessairement avoir fait l'expérience de ce qui est mal? Le texte ne répond pas. Non, mais il pose la question avec une acuité qui, des millénaires plus tard, reste intacte. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de ce voyage. Merci à vous pour ce partage et merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure exégétique.